Salut tout le monde! N'ajustez pas votre appareil, c'est bien Amélie Paul, en remplacement de Stéphanie Léveillé-Denis, qui est probablement partie dans une aventure très glamour et jet-set. Je me suis ennuyée de vous, tout le monde, dans l'équipe de TVRL, surtout toi, Dan, derrière la caméra. Tu m'as beaucoup manqué avec tes imitations du bonhomme carnaval. Bon, un peu plus de sérieux. Aujourd'hui, on parle de e-sport. J'avais jamais entendu parler de ça. Du Salon des reptiles qui s'en vient durant la semaine de relâche. De météo intérieure. Ça, vraiment, ça risque d'être intéressant. On parle du film Alita, l'ange conquérant. On parle d'investir pour assurer son avenir à la chronique finance. On déguste des vins, oui, avec Vicky, notre sommelière. Et on parle des devoirs et obligations du courtier immobilier et hypothécaire, entre autres. Il y a d'autres surprises, évidemment. Restez à l'écoute. Bonne émission! Cybelle Olivier avec nous cette semaine pour nous parler de e-sport, e-sport, hein, c'est ça, non? Oui. Sport électronique, exactement. Cybelle, hein? On va parler de sport électronique, qui est un terme de plus en plus dans le langage populaire, si on peut dire, peu médiatisé, par contre. Et qui sème la controverse. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ce sport? Oui, bien d'abord, bon, c'est ça, j'ai décidé de vous en parler parce que, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est peu connu quand même, qui est peu médiatisé dans les médias traditionnels, mais qui quand même sur Internet fait le buzz, comme on peut le dire. Là. Il y a énormément de personnes dans le monde qui vont regarder ça. Mais ça mange quoi en hiver, ça, du sport électronique? Vraiment? Eh bien, en fait, c'est des gens qui vont se spécialiser dans des jeux vidéo précis et qui vont en fait s'entraîner à un point tel où ils vont devenir des athlètes, où ils vont devenir les meilleurs au monde et en faire leur métier. Par exemple, ceux qui gagnent le plus d'argent dans ce milieu-là peuvent gagner jusqu'à 5 millions de dollars par année, ce qui est énorme pour jouer à des jeux vidéo. Et en même temps, c'est important d'en parler pour démystifier notre idée qu'on se fait en même temps des gamers. Si oui, moi, j'ai plein de préjugés, excusez-moi, chers téléspectateurs, mais comme on dirait que ça se peut pas, un jeu vidéo et un sport associés, mais tu me prouves le contraire, puis je trouve ça fascinant. Je n'étais pas au courant. On parle de sport surtout parce que, bon, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas l'idée de mouvement, mais en même temps, c'est quoi la définition de sport? Parce que quand finalement on se rend compte qu'ils s'entraînent comme des athlètes, qu'ils s'entraînent des 12-13 heures parfois par jour, mais on se dit finalement, c'est quoi la différence entre ça et un sport plus traditionnel? Donc, c'est important d'en parler. Justement, moi, j'avais été inspirée pour cette chronique-là parce que la semaine dernière, à Laval, ici, a eu lieu une grande compétition internationale. C'est pas dans les plus grosses, mais tout de même, ça a attiré près de 40 millions de téléspectateurs. Spectateurs surtout par Internet. Web spectateurs. Web spectateurs, exact. Et donc, avec un prix quand même pour les gagnants de près de 2 millions de dollars. Donc, 2 millions de dollars. Ici à Laval? Oui, c'est ça. Wow, okay. Mais bon, on n'en entend pas vraiment parler. Donc, je trouvais que c'était intéressant de peut-être rentrer dans le sujet puis de démystifier ça ensemble aujourd'hui. Donc, on a ici des athlètes à Laval. Oui, mais pas juste de Laval, de Montréal. C'est une équipe canadienne plutôt. Je ne sais pas exactement de qui est composée, mais il y a des équipes internationales qui se rencontrent. Donc, c'est pas juste des gens d'ici, de Montréal, Laval et les environs, mais c'est vraiment des gens de partout dans le monde qui jouent à ce même jeu et qui se rencontrent pour finalement s'affronter, comme une compétition sportive traditionnelle. Ça doit être des jeunes, surtout? Bon, on parle de gens qui sont dans la vingtaine, c'est certain, c'est des plus donc, jeunes. On peut devenir très, très riche, très jeune grâce à ce sport. Exact. Puis c'est un peu aussi comme, les YouTubers de ce monde maintenant, les influenceurs qu'on appelle, qui sont maintenant un nouveau métier, un métier qui est très pris au sérieux et qui demande... c'est très difficile quand même d'arriver avec les meilleurs quand on sait qu'ils sont des millions à jouer au même jeu et finalement, ils doivent être les meilleurs parmi ces millions-là. Il faut que tu joues toute la journée. Il faut que tu joues toute la journée. Et là, ça nous vient surtout de la Corée du Sud. Oui, je voulais te demander, ça venait d'où, justement, l'histoire un peu de c'est ça a commencé surtout à cet endroit-là. On leur attribue ça parce que au courant des années 80-90, à un moment où il y avait beaucoup de jeux vidéo qui explosaient un peu partout dans le monde, et bien à cet endroit-là, ils n'avaient pas accès à tous les jeux. Et quand finalement, ils ont eu accès à un jeu qui est un jeu fort qui s'appelle StarCraft, mais ils ont commencé à jouer et eux ont parti, en fait, toute l'idée de la médiatisation des jeux vidéo. Et ils ont commencé à les télédiffuser, à les diffuser sur Internet aussi, et ont créé toute l'espèce de
vedettariat alentour des joueurs. Donc maintenant, les grands joueurs sont des vedettes au même titre que les stars Hollywood, au même titre que des acteurs. Exactement, ils sont reconnus dans les rues, on leur demande des autographes. Wow. Et donc, c'est parti de là pour finalement s'étendre à l'international. On a vu aussi qu'il pouvait y avoir un modèle économique alentour de ça. On a vu le potentiel, bien sûr, de pouvoir commanditer des équipes pour finalement avoir des écuries, hein, un peu comme à la F1 et tout ça. Il y a un plus gros marché en Corée, là. Encore aujourd'hui, j'imagine. Encore, c'est pas qu'il y a un plus gros marché, c'est que les gens, les meilleures équipes souvent sont là-bas. Et en termes au niveau local, là-bas, c'est très, très, très connu. Il y a des gaming cafés qu'on appelle, donc des cafés où les jeunes se réunissent, les gens se réunissent pour jouer là-bas. Il y a ça à presque chaque coin de rue. Et c'est quelque chose qui fait maintenant partie de leur culture. Ce qui, peut-être contrairement à ici, est en développement, là-bas, c'est quelque chose qui est implanté. Donc, c'est ça un peu c'est de là que c'est parti. Puis maintenant, ça le rejoint vraiment à l'international. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que tu m'avais parlé même de mise en scène par rapport au sport. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Bien, c'est ça, parce qu'en fait, les gens, quand ils vont se réunir là-bas, ils se réunissent dans des grands stades comme la Place Belle, comme le Centre Bell, et ils sont des milliers de personnes à assister à un match. Donc, les équipes vont se rencontrer et ça crée une espèce de communauté. Ça va créer un monde alentour de ça. Il va y avoir des personnes qui vont se déguiser en personnages de jeux vidéo. Il va y avoir pour rendre ça intéressant. Bien, pour rendre ça intéressant, et en plus de ça, il va y avoir des commentateurs qui sont là pendant les spectacles, des analystes qui, au même titre qu'une partie de hockey, vont, faire des commentaires, parler de comment ça se passe, comment ça se produit. Donc, dans le fond, c'est un événement. Chaque fois, c'est un monde dans lequel on peut entrer. Et quand on regarde des vidéos, quand on s'intéresse un peu à ça, on se rend compte que les gens sont en mange de ces jeux-là, de ces activités-là. Donc, c'est pour ça que je parlais de mise en scène, parce que c'est vraiment... on intègre un monde, en fait, quand on se rend compte de l'ampleur que ça a. Je trouve ça fascinant. Pardon, je n'étais vraiment pas au courant de ça, mais je trouve ça triste que c'est pas plus médiatisé ça, parce que même pour des gens qui n'ont aucun intérêt pour les jeux vidéo, comme moi, je m'en fous complètement. Mais je trouve ça quand même fascinant, cet univers-là, puis d'en connaître un peu plus. C'est une réalité, là. Exactement. C'est quelque chose de super populaire. C'est populaire et c'est d'autant plus actuel maintenant, surtout qu'on parle de l'évolution des jeux vidéo avec la réalité virtuelle et tout ça. C'est quelque chose qui est là, qui est présent. Peut-être, comme on disait, c'est pas tout le monde qui s'y intéresse, donc ils vont peut-être pas médiatiser ça dans les journaux et tout ça, parce que les gens, de toute façon, comprendront pas de quoi ils parlent. Si on commence à aller dans les termes plus techniques, on sait pas trop c'est quoi. Mais finalement, c'est important d'en parler parce qu'il y a un débat qui est fait quand même dans la société. Les Jeux olympiques se sont demandé s'ils n'allaient pas intégrer ce jeu-là peut-être comme discipline. Même c'est intégré dans les écoles maintenant. Oui, c'est intégré dans les écoles. Il y a certains programmes à Montréal, justement, il y a une école spécialisée là-dedans où ils vont avoir les jeunes qui vont venir pour étudier, pour se spécialiser, parce qu'on peut pas nier la passion des jeunes pour ça, de certaines personnes, et ils veulent pouvoir les encadrer là-dedans. Ils veulent pouvoir leur dire, c'est correct, c'est votre passion, allez-y, on va vous encadrer, on va vous faire de l'activité physique aussi, parce qu'on veut se débarrasser du stéréotype du gamer dans son sous-sol. Qui veg, comme on dit. Exactement, parce qu'il ne veg pas du tout. Hein? Bien, c'est parfait. On préfère des ados qui sont passionnés de jeux vidéo qui font, n'importe quoi d'autre. Merci beaucoup, Sybelle. Merci. C'est avec un drôle de mix d'émotions que je m'apprête à faire cette prochaine entrevue. Monsieur Michel Leblanc, bienvenue, exposant au Salon des reptiles. Voilà, avec deux magnifiques reptiles sur vous. Ah, c'est formidable. J'aime tellement les serpents. Je tripe. Donc, 2 et 3 mars au Collège Maisonneuve. Au Collège Maisonneuve, voilà. Excusez-moi, je ne peux plus parler quand il y a des serpents autour de moi. Mais c'est quand même une magnifique sortie de famille à faire pour la semaine de relâche. C'est justement exprès pourquoi on fait ça dans la semaine de relâche. C'est pour éduquer les gens. Parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est curieux. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Tout à fait, c'est vrai. Les gens viennent voir, puis là, ah non, je ne veux pas le toucher. Puis à un moment donné, graduellement, à force de le voir, ils le prennent, ils le touchent. Puis là, c'est de comprendre le comportement, le pourquoi, puis... C'est en apprenant, avec la connaissance, qu'on enlève la peur aussi. Oui, parce que si tu sais à quoi t'attendre, tu sais, tu dis, il n'y a pas de problème. Tu sais, je sais quoi m'attendre, je sais quoi faire, je sais quoi pas faire. Tu sais, tu as le droit de passer sur une lumière rouge avec ton char. Il ne faut pas que tu te fasses
pincer, puis il faut que tu sois conscient que tu peux te faire frapper par avoir un accident. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. Fait que tu vas pas jouer avec un serpent venimeux comme que je fais là. Non, et en plus, tu m'expliquais que quand il y a du noir qui touche au rouge, quand je touche au serpent, c'est fantastique, c'est là que c'est pas dangereux. C'est quand ça serait lui qui serait dangereux si c'était un vrai. C'est ça. Si ça serait un vrai, lui, ça prend des permis pour avoir ça. Donc, le rouge qui est séparé du noir par le jaune, il serait venimeux. Le rouge, c'est une couleur de danger. Avec le jaune de ce côté, ça veut dire attention, je suis dangereux. Lui, le rouge, il touche au noir. Fait que le rouge, il touche au noir, pas de danger. Oh oui, on dirait qu'il voulait venir me voir. Fait que, tu sais, c'est ça le salon qu'on explique. Avant tout, le salon, là, l'année passée, on a eu un surplus d'inscriptions. Il y a eu beaucoup de monde. Fait que cette année, ils n'ont pas pris de chance. Ils ont doublé la superficie. Oui, c'est ça. Ça a été un succès retentissant là, l'année passée. C'est ça, c'était l'année record. Fait que là, puis le monde, il trouvait ça, c'était serré un peu. Fait que cette année, ils n'ont pas pris de chance tout de suite. Ils ont doublé la superficie pour être sûr là, que le monde soit relax puis qu'il y ait eu le temps de voir tout le monde. Mais c'est pas juste les serpents. En plus, on peut découvrir les lézards, les scorpions, Quand on parle les reptiles, il y a les serpents, les lézards, les tortues, puis les crocodiliens. Les crocodiliens, ils vont en avoir, mais ça prend des permis. Il n'y a pas le droit une personne comme moi à la maison, j'ai pas de permis, j'ai pas le droit d'en avoir. Mais ils vont en avoir sur place avec des personnes qui ont des permis. Fait que c'est pour faire connaître les reptiles. Ensuite de ça, tu vas avoir les amphibiens, les grenouilles, les crapauds. Tu vas avoir des insectes. Cette année, il est supposé avoir un enclos de 300 pieds carrés de papillons. Je pense qu'on peut apprendre sur l'entomophagie. Oui. C'est bien ça, entomophagie, c'est un nouveau mot. C'est la consommation d'insectes par l'être humain. Sous forme de poudre de protéines ou carrément on mange les insectes comme ça? L'année passée, je ne sais pas s'ils ont une nouvelle formule cette année, mais ça devrait être pas mal similaire. C'était des insectes que tu fais déguster, là, des rôtis avec des assaisonnements, des choses comme ça. Rôtis, c'est parfait. Bon, mais je me rappelle, l'année passée, notre réalisateur Alain avait vraiment mangé un petit verre, là, c'était dégueulasse. C'est l'avenir qui s'en vient là, pour l'environnement. Tout à fait, on n'aura plus le choix. Là, moi, j'ai commencé, ça fait longtemps. Vraiment? Ma femme, quand elle fait manger, elle rajoute de la poudre de grillon dans un gâteau, dans un œuf, dans n'importe quoi. Là, si on veut sauver la planète, il faut se tourner vers d'autres sources de protéines. De protéines, fait qu'on mange quasiment plus de viande. Bon, là, je vais essayer de combattre ma peur et je vois que lui, il est plus petit, mais il a l'air pas mal plus stressé que lui, il bouge pas du tout. La différence, c'est parce que lui, c'est un serpent qui est diurne, qui vit plus le jour. OK. Fait que vu qu'on est dans le jour, fait que là, il se promène, puis il va se promener plus. Bon, OK. Tandis que l'autre, il est plus actif le soir, la nuit. Bon, pour pas qu'il décide de manger soudainement, là, c'est quoi les règles que je dois savoir? Et de un, ça mange la grosseur de son corps ou un peu plus gros. Donc, il n'y a pas de danger, il ne va pas manger. Fait que là, il y aurait juste le fait on pourrait peut-être se faire mordre. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne vais pas me faire mordre. Qu'est-ce que je dois faire? C'est sûr que si je ne fais pas exprès pour aller y jouer d'en face puis l'achaler, il peut être patient, mais à un moment donné, il peut dire, là, je suis tanné de me faire achaler, là, à un moment donné, lâche-moi. OK, donc pas l'achaler. Tu ne l'achales pas, tu le laisses tranquille. De ne pas lui donner l'impression qu'il est comme renfermé. Puis ça fonctionne par instinct, ça voit pas clair. Fait que c'est pour ça qu'ils sont tout le temps la langue. Les gens pensent que la langue, ça pique. Ça pique pas, puis ils pensent qu'ils donnent le venin. Non, il n'y a pas de venin, mais quand ils ont du venin, c'est pas par la langue, c'est par des dents profondes, un peu comme une seringue. Quand ils mordent, ils injectent le venin. Fait que la langue, c'est juste pour, vu qu'ils voient pas clair, on pourrait comparer ça peut-être comme une personne qui est handicapée visuelle qui va marcher avec une canne. Okay. Fait que lui, il sort la langue pour dire, OK, par là. Pour se situer un peu. Se situer, c'est chaud, c'est froid, la chaleur qui va... Oh! Hey, ça sent le rongeur, j'ai faim. Oups, tu vas attraper le rongeur. Bon, OK. Fait que là, on y va. Je combats ma peur et je vais le prendre. Y a-t-il un nom, celui-là? C'est un gars, hein? C'est un marbre. Oui, c'est de donner 2 points d'appui. 2 points, mais pas trop proche de la tête, que vous m'avez dit. Bien, pour qu'ils se sentent en liberté. Tu sais, c'est comme si je mets la main à la gorge d'une personne, elle se sent pris. Voyez-vous comment j'ai l'air à l'aise, hein? J'ai l'air bien, là. Là, je suis bien. Je suis bien. Oh, puis quand il me regarde, quand il me regarde comme ça aussi, là, ça, j'adore. Il va se placer graduellement, puis il va y aller. Tu sais, sentir un serpent qui grimpe dessus, c'est tellement le secret, là, c'est de rester calme. Oui, bien, je me demandais aussi, est-ce qu'il sent que j'ai peur, puis que ça le stresse, peut-être? Non, il ne sentira pas. Mais lui, il veut rien savoir. Lui, il se promène, il analyse. Je me sens pas en danger, il n'y a pas de problème. Non, t'es pas en danger, mais regarde-moi pas, s'il te plaît. C'est sûr. C'est sûr que s'il y a une personne qui vient visiter le salon et qui a des grosses boucles d'oreilles, puis elle ne rend pas compte, puis à un moment donné, le serpent rentre dans la boucle d'oreille, c'est pas qu'il veut y faire mal, mais lui, il va s'agripper, puis il va être là, puis là, bien, ça va tirer sa boucle d'oreille. Puis plus que tu essayes
de donner de la résistance, plus que le serpent, il va te dire, non, je veux pas tomber, il faut que je me tienne. Fait que, tu sais, c'est juste des situations qui sont désagréables. Mais il n'y a aucun danger. Si je ne sens pas le rongeur, puis je ne mets pas ma main vis-à-vis sa langue pour qu'il analyse l'odeur, il dit, ben, non, ça sent pas le J'ai rongeur. pas touché à de rongeur, aucun rongeur récemment. Je Puis suis une des correcte. raisons aussi qu'on fait, c'est que ce serpent-là, en nature, en captivité, on n'y en donne pas, mais en nature, il peut manger d'autres serpents, même des serpents qui sont venimeux. Donc, c'est pour ça qu'on prend lui On et prend non lui en pas premier, lui en premier. parce que là, nous autres, on ne le sentira pas, mais nos mains sentent le serpent. Là, j'ai l'air très calme et brave, mais non, dans moi, il y a plein d'émotions qui se passent. À l'intérieur, c'est pas grave. Tu sais, le serpent, lui, il voit pas de mouvement brusque dans son visage, il n'y a pas de réaction, plus qu'il va rester calme. J'aime pas quand il s'en vient vers moi puis il me regarde, tu sais. C'est juste ça. Oui, il fait juste. Lui, On dirait il va que chercher. toujours qu'il va faire ça. Il va chercher à grimper. Lui, il cherche à grimper, il va aller se placer. Puis, des fois, moi, je le mets dans mon cou. Puis à un moment donné, il grimpe, puis il monte sur mon chapeau, puis il reste sur mon chapeau, puis il est là. Puis le monde, non, regarde, il se promène. Michel, c'était fascinant. Je te remercie. Je vais te redonner ton serpent avant que je fasse une crise cardiaque. C'est ça. J'ai eu lu. Hey, merci beaucoup. Et je veux juste dire, en terminant, c'est très important de ne pas transmettre nos peurs Exactement. à nos Puis enfants. le salon, Donc, il essayez est de là. rester calme et faites pas comme moi. Le salon, il est là. Le salon est là pour enlever les peurs. Les peurs, les craintes. puis voir qu'est-ce qu'il y a. Merci, Michel. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai vu le sujet de la chronique aujourd'hui, la météo intérieure, ça m'a tout de suite parlé. Bonjour, Dani, Samuel. J'adore ce son-là. C'est... Ouf, ça me met dans un état zen. Ça fait du bien comparé au serpent de tout à l'heure. Oui. Donc, Dani, tu es avec tes deux assistantes, Eva et Charline. Bienvenue à l'émission. Allô? Bonjour. Eux autres aussi ont touché au serpent et ça, donc peut-être qu'ils sont traumatisés. Non, ça a bien été. Vous étiez très braves, les filles. Charline a 7 ans et Eva a 9 ans. Elle pratique avec moi la méditation depuis toujours. Elle connaît ça. Oui. Les Charline aussi, les deux. Charline aussi. Donc, météo intérieure. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Est-ce que tu peux m'éclairer? Mais moi, je trouve que ça a l'air absolument fascinant. Je Oui. comprends pas que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. De la météo intérieure. Bien, pour la chronique méditation cette semaine, on va porter l'attention sur nos émotions. Et pour le faire, on va utiliser notre météo extérieure puis essayer d'en faire un lien pour la météo intérieure. OK. Alors, je t'explique que quand, tu mettons que tu veux aller à la plage un samedi matin, puis il pleut, tu peux-tu faire arrêter la pluie pour que Sunshine arrive? Non, j'ai jamais réussi à faire ça, en fait. Moi, j'ai essayé. Ah oui? J'ai T'as fait essayé. une danse? J'ai la danse, j'ai prié, Les chapelets sur la corde à linge? Ça marche pas. Alors, on n'est pas capable de l'arrêter, la pluie. Quand il pleut, ben on n'a pas le choix, on attend que ça passe. Donc, on lâche prise et on l'accepte. Quand il pleut, oui, ou quand il y a de l'orage, ou ces choses-là. Ensuite, dans la météo extérieure, quand tu regardes à la fenêtre et tu constates qu'il pleut, est-ce que tu deviens une flaque d'eau? Non. Non, on ne devient pas une flaque d'eau. On observe qu'il pleut, mais nous, on ne devient pas la pluie. Non, effectivement. Alors, c'est la même chose pour la météo. La météo... attends, je vais te montrer quelque chose, OK? Oui, vas-y. Parfait. Je vais t'inviter, mais toi aussi, les filles, je vous invite à me nommer des éléments de la météo extérieure. Aujourd'hui ou n'importe quand? Parce que Non, pas d'aujourd'hui nécessairement. N'importe quand, puis au Québec, si possible. aujourd'hui, je trouvais ça gris. Gris? C'était gris, non? Alors, Beaucoup de qu'est-ce- nuages. Ouais, des nuages. Nuages. OK, on les dessine, wow. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Soleil. Le soleil. Vous pouvez continuer. Des éclairs? Tornade. Oh, il est beau. Juste un instant, on va commencer par faire... C'est un beau soleil. Merci. Alors, ici, on va faire les... Éclair, Des puis il y a éclairs. du tonnerre là-dedans Oui, aussi, puis il là. pleut, puis... Mais c'est intense! Ça dure pas longtemps, habituellement. Mais c'est intense. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On en a 9 à trouver. Tornade. 9! Oh, wow, Une les tornade. filles, une chance, vous êtes là! Oh my God, je serais désespérée. Une tornade, oui. Ouais, puis je vais même changer de crayon. Qu'est-ce qu'on peut dessiner d'autre? Arc-en-ciel. Un arc-en-ciel.
Ben oui, c'est ça, je pensais moi aussi en même temps. Alors, on a notre Merci, Eva. arc-en-ciel. On pourrait dire qu'il y a de la pluie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Soleil, nuages, pluie. Ah, ici, Soleil, nuage. ouais. Les nuages avec le soleil. OK, Il oui. est moins beau parce que je me dépêche un petit peu. On voit que vous êtes des professionnels, les filles. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait aussi rajouter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il me manque 2. il y On aurait- aurait le vent. Oui, le vent. Le vent. J'avais qui pensé souffle. à ouragan, mais c'est comme un petit peu difficile à, À dessiner, c'est totalement raison. On dirait un extraterrestre. Oui, j'avoue, je vais y mettre un petit peu de nuages autour. Ça va l'aider. Alors, on a le vent. Et est-ce qu'on met de la neige? Ah, la mais neige, oui! quand il Comment ça, on n'a neige. pas pensé à la neige? Il y a plein de neige dehors. Et voilà. Sûrement qu'on n'aime pas la neige. Ben, ça dépend. C'est beau. Des fois, la neige, ça peut faire tellement de bien. Bon, peut-être pas 40 cm, mais tu sais, quelques flocons, c'est Tout doux, magnifique. dans la forêt, quand tu es au chalet. Avec Alors, la métaphore avec nos sentiments. nos sentiments. Si on prenait quelques instants pour essayer de jumeler des sentiments avec les éléments météo, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ben, le soleil, ça serait la joie, le bonheur. Je sais pas. Charline, qu'est-ce que tu dirais du soleil, toi? Puis toi, Eva? Énergie, comme l'énergie solaire. De l'énergie comme de l'énergie solaire. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis bien C'est d'accord. Oui, c'est très bon. Puis ici, la pluie. Oh, je veux pas dire la tristesse. Mais c'est un sentiment qu'on peut C'est un éprouver. sentiment. Oui, on a le droit d'être triste des Oui. fois. Est-ce que tu penses qu'on a le droit d'éprouver Est-ce qu'on a le droit d'éprouver toutes les émotions? Ben oui. Ben, on a le droit. Si on l'éprouve, on l'éprouve. Ouais, Moi, voilà. On laissons vivre l'émotion. Acceptons. Oui, c'est ça. Exactement. Et c'est ça, l'idée ici de faire un tableau avec la météo intérieure et extérieure, c'est Le que... stress. Le stress. Ah, le vent. C'est que ça va nous permettre de mieux se comprendre à l'intérieur comment on se sent. Calme. Il y a comme une bonne réponse. Hein? Eva? Toutes sortes d'émotions, tout plein d'émotions. Un tsunami d'émotions. Oui, c'est tellement Le ça. chaos. Chaos. La neige, ça serait quoi? Ça, on avait dit peut-être la solitude. Oui, solitude. Puis ici? Et joie, bonheur et être... Ah, OK, c'est là qu'il va jouer à bonheur. Donc, Alors, ça, là, ben, on les vit tous à l'intérieur de nous, ces éléments météo-là. Moi, j'ai ça, là. Donc, quand, mettons, tu constates que c'est lui qu'on aime, comment tu te sens, toi? Présentement, J'ai de toi? l'énergie. Moi, ben, moi, je suis un mix de l'arc-en-ciel et du soleil. Là. Oui, comme ça. Puis toi, Eva? moi, je suis énergique. T'es énergique ici? Oui. Parfait. Quand on... Moi, je suis en colère parce qu'il y a Dan qui me fait ça, qui veut dire qu'il reste 30 secondes d'accord. à la chronique. Mais savais-tu, Amélie, aujourd'hui, on a fait cette première partie-là. Mais je reviens dans une prochaine chronique. Excellent. Où on va reprendre le même tableau, puis on va aller approfondir un petit peu plus comment faire par une méditation intérieure. Donc, mais ce que je voudrais qu'on retienne à la maison, c'est que si un jour tu es triste, ben ça fait pas de toi un bébé. Au même titre que quand tu constates qu'il pleut, ben tu deviens pas une flaque d'eau. Fait que tu as le droit de les éprouver, ces émotions-là. Puis il y a une autre chose aussi que je veux qu'on se rappelle, c'est que comme la pluie ou comme les orages, ça finit toujours par passer. Fait que peu importe, change. tout change, tout finit par changer. Et il ne faut pas s'identifier à l'émotion. On n'est pas l'émotion. Non, tu On la ressens. vit, on la ressent et on la laisse passer. passer. On l'accepte, on lui dit allô, puis on la laisse passer. Mais la semaine prochaine, ben pas la semaine prochaine, mais bientôt, je reviens pour continuer la suite. Ben merci, Dani. Je trouve ça formidable d'apprendre ça aux enfants. Merci, les filles, Charlène et Eva. Ça fait un plaisir et on se voit peut-être 3 semaines. dans 3 semaines. Bye bye. Alita, l'ange conquérant est un suspense de science-fiction écrit et produit par James Cameron, c'est bien ça, réalisé par Robert Rodriguez et mettant en vedette Christophe Waltz, que j'adore. Avec cette recette-là, là, c'est pas mal gagnant. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? Hey, d'ailleurs, je suis pas mal. contente de te retrouver, Oui, Nicolas. ben oui, moi aussi, ça fait Ça fait longtemps. longtemps, mais oui. Écoute, ce film-là,
sais, je ne sais pas si ça serait pour toi. Tu sais, peut-être que oui, peut-être que non. Tu commences à connaître Tu sais, mes goûts. Tu sais c'est que ça. des scènes d'action interminables, c'est pas toujours ma tasse de Il y a thé. beaucoup d'action dans ce film-là. Et bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est assez simple. Ça se passe dans un futur post-apocalyptique. C'est une cyborg qui revient à la vie grâce à un docteur qui est interprété par Christoph Waltz. Et cette cyborg-là, elle est amnésique. Elle ne se rappelle plus de qui elle est. Et lentement, on va comprendre lentement qui elle pouvait être dans le passé. Et bon, évidemment, avec le titre Alita, Ange conquérante, on comprend que... Elle va se découvrir des super powers. Exactement. C'est une prémisse qu'on voit souvent, à part l'aspect que c'est une cyborg, mais bon, retrouver la mémoire, puis là, tout à coup, elle a des C'est ça. pouvoirs. C'est ce qu'on a comme Ghost in the Shell l'année passée, qui est aussi basé sur un manga japonais. On entre un petit peu là-dedans aussi. Oui, ça vient d'une série. Exactement, ça vient d'un manga japonais du début des années 90. Donc, au Japon, ils devaient attendre ce film-là depuis longtemps. Les Hollywood, quand c'est le temps de réinterpréter quelque chose, particulièrement des mangas, Hollywood, la moitié du temps, ils l'ont pas, disons. Mais pour ce qui est de ce film-là, James Cameron, c'est un projet qu'il voulait faire depuis le milieu des années 90. Au début des années 2000, il a même acheté le nom de domaine Battle Angel comme pour préparer un peu le terrain. Mais au milieu des années 90, il était trop occupé avec Titanic et aussi la technologie n'était pas là pour lui, selon ce qu'il voyait. Il est trop là. avant-gardiste, lui. Exactement. Hein? Lui, la technologie, c'était pas encore là pour faire le film Alita. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, il n'y a pas le temps de préparer ça parce qu'il y a Avatar aussi. Avatar, quel chef-d'œuvre! C'est ça. Donc, tu sais, même en 2008, on avait terminé la pré-production parce que, bon, il devait commencer le tournage de tout ça, mais bon, là, finalement, il va y avoir 4 ou 5 suites à Donc, Avatar. ça avait plus de fin, Avatar. Mais là, c'est terminé, le tournage. Le tournage du prochain Avatar, mais oublie pas qu'il y en a 3 autres. Oui, ici mais en je pense qu'ils sont préparation. tous terminés, ils ont tous Ils sont tourné tous- dans... C'est pour ça qu'il a sûrement eu l'occasion de faire Alita. Soudainement, il y a eu du temps. Bien, c'est que là, Robert Rodriguez, en tant que fan, à un moment donné, il a croisé James Cameron, puis il a dit « Hey, quand est-ce que le film va sortir? J'ai hâte. » Cameron il a dit « Ben, tu sais, j'ai pas le temps. Tu sais, probablement que le reste de sa carrière, il va la passer à faire la franchise Avatar. » Donc, il lui a simplement dit « Ben, regarde, prends le scénario, puis retravaille-le un peu, puis si ça te tente, tu sais, là... » Comme on dit en anglais, match made in heaven. Exactement. James Et Cameron et Robert- Robert Rodriguez. Je suis pas capable de le dire. Rodriguez. Mais dis-moi donc, Nicolas, si j'ai particulièrement aimé, je me rappelle, on avait fait cette chronique-là ensemble, Ready Player One, que ça semble être... Mais c'est pas vraiment un film dystopique. Oui, quand même, c'était un futur apocalyptique aussi. J'ai vraiment aimé ce film-là. Habituellement, j'aime les films futuristes. Alors, je sais pas s'il y a un parallèle à faire avec celui-là. Il y a un bon parallèle à faire. Il y a de l'action autant dans les deux. Mais l'affaire, c'est que Ready Player One, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ça à cause de la nostalgie. C'est un film très nostalgique sur les années 80. Soulève un très bon point. Ce que Alita n'est pas du tout, sauf pour ceux qui attendaient vraiment de voir ce film-là. Donc, ça va interpeller plus les fans de manga, les fans de jeux Exactement. vidéo, peut-être? Pas nécessairement? Je ne sais pas si Alita a déjà été un jeu vidéo, mais bon, pour tous ceux qui aiment la science-fiction, James Cameron, Robert Rodriguez, tout ça, tu sais, c'est un très bon divertissement. Et James Cameron, entre autres avec Avatar, lui, a apporté la mode de la 3D au cinéma. Tu sais, en 2010, on voyait ça, même des télé 3D qu'on pouvait acheter. Et puis là, est-ce que le futur va aller vers ça? Ben non, c'était juste une mode à cause que Avatar est devenu le film avec le plus gros box-office de l'histoire du cinéma, tout simplement. Mais La je mode dirais est que le partie. 3D était vraiment très bon dans Avatar était- aussi. Après ça, on dirait qu'on n'a jamais retrouvé ça. C'est sûr, parce qu'après ça, les studios ont juste embarqué dans la mode du 3D. Il n'y avait pas autant de qualité dans les autres films. Mais donc, il y a de moins en moins de films en 3D, mais pour ceux qui aiment ça, avoir un bon divertissement en 3D, Alita, ben, je vous le On conseille. est servi. Alors, c'est vraiment Exactement. James Cameron, le maître du 3D. Oui, exactement. C'est vraiment... c'est pas lui qui l'a réalisé, mais quand même, oui, l'expérience est super agréable. Et le film sort maintenant au mois de février.
L'année passée, au mois de février, Black Panther est sorti et en 2016, au mois de février, Deadpool est sorti. C'est un moment important pour la Saint-Valentin. Exactement. Bien, le mois de février, en général, c'est le moment, février et mars, où on teste les futures franchises. Donc, le but avec Alita, Voilà. oui, c'est d'en faire des suites, c'est d'en faire une franchise, mais on veut tester le marché en premier. Si on l'envoie au mois de juin à côté de tous les gros films qui fonctionnent et qui sont déjà basés sur des franchises, Qui fonctionne depuis longtemps. ça marche pas. C'est pour ça qu'ils ont Mais là, retardé le lancement du film. Je crois qu'il était prévu dans le temps des fêtes. c'est ça. Mais dans le temps des fêtes, c'est que là, tu avais Aquaman, qui est pas encore une franchise, mais on connaît le personnage quand même. Il y a aussi Bumblebee, qui était un reboot, un soft reboot de la franchise Transformers. Donc, est-ce qu'on veut mettre un troisième joueur là-dedans? Bah, tu sais. Donc, c'était une bonne chose de le tasser au mois de février parce que c'est un très bon temps pour ça. Tu sais, même dans quelques semaines, il y a Captain Marvel qui sort. Ça aussi, on teste une future franchise. Même si c'est Marvel et on sait que ça va être un succès, on reste prudent et on teste, comme Black Panther l'année passée. Et en terminant, Nicolas, 10 secondes, t'as aimé ou... Alita, oui. Tu lui donnerais quoi sur 10? Je donnerais 3,5 sur 10. C'est pas Oh mon genre mon de Dieu! film. Donc, puis tu mais- dis que t'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. C'est un bon divertissement. Est-ce que je le regarderai encore? Non. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai apprécié quand je l'ai regardé? Bien sûr. Est-ce qu'il pourrait potentiellement être dans la course aux Oscars 2020? Je pense pas. Aucune chance. Peut-être pour les effets spéciaux, mais Pas meilleur réalisateur ou je meilleur pense producteur? pas. Le scénario, non. OK. Bon. Ben, mais merci beaucoup, Nicolas. C'était un plaisir de te retrouver. Laquelle? Vous m'avez sous-estimé. Notre chroniqueur finance, Michel-Olivier Marcoux, qui est président de gestion de patrimoine ASF, vient de sortir son tout nouveau bébé, son nouveau livre « Investir pour assurer son avenir ». Je sais que d'habitude, tu fais ta chronique financière, Michel, mais là, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Parfait. Moi, je suis remplaçante, là, puis j'ai envie de me gâter puis parler de ton livre, parce Super. que moi, ça m'impressionne les gens qui écrivent des livres. Je le dis à chaque fois qu'on reçoit un auteur. Alors, bon, tout simplement, investir pour assurer son avenir. Tu avais écrit en 2016 « Investir Oui. ». C'est quoi la différence? Ben, en fait, il y a des ressemblances, c'est sûr, parce qu'on peut pas réinventer la roue. Un REER, ça reste le REER. Oui. Par contre, celui-ci est vraiment plus orienté pour les 18-35 ans. Évidemment, c'est bon pour les gens qui ont 16 ans puis les gens qui ont plus que 35 ans. Il y a quand même des concepts qui sont toujours bons pour tout le monde. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là pour les 18-35 ans, c'est parce que ben, on est dans une époque où est-ce qu'on dépense beaucoup, on dit beaucoup axé sur la consommation, mais on n'a pas peu d'éducation, en tout cas, sur l'investissement, mettre de l'argent Non, de côté. on n'apprend rien On de n'apprend ça. pas, c'est ça exactement ça à l'école, dans la plupart des cas. Puis, ben, étant donné que je suis dans cette tranche d'âge-là, 18-35 ans, je trouvais que j'étais un peu crédible, dans le fond. Je voulais pas, tu sais, je pense que comme à notre âge, ou tu sais, les milléniaux, on n'aime pas ça se faire dire nécessairement quoi faire, surtout par quelqu'un qui est beaucoup plus vieux. On a l'impression qu'on se fait chicaner un petit peu, on a l'impression qu'on se fait dire quoi faire. Puis, ben, de le faire là, c'est l'idéal parce que dans le fond, plus tôt on commence à mettre l'argent de côté, mieux c'est. Fait que je pense que c'est important de bien commencer sa carrière d'investisseur du bon pied, puis avec des bonnes connaissances sur une bonne base, parce que ça va vraiment dicter le reste de nos prochaines années qu'on met de l'argent de côté pour notre retraite ou pour des projets de vie. Là. Donc, le plus tôt, le mieux. Exactement, avec l'intérêt composé, là, qui est un... J'en parle un peu dans le livre, mais en fait, c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent. C'est un peu cliché, mais c'est vrai pareil, parce que plus on a de l'argent de côté, plus on peut faire d'intérêt, plus on peut faire de rendement sur cet argent-là, donc c'est important. Mais investir, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette fibre-là à la base, mais ça s'apprend ou c'est quelque chose qu'on a en dedans de nous? Bien, c'est sûr que ça s'apprend. C'est sûr qu'il y en a qui ont eu probablement une meilleure éducation financière que d'autres. Par leurs parents. Par leurs parents, exactement.
exactement. Mais c'est important de mettre de l'argent de côté. Quand je parle d'investir, c'est beaucoup de mettre de l'argent de côté pour des projets futurs, que ce soit sa retraite, les études des enfants, des voyages, des trucs comme ça. Je pense que c'est important que tout le monde le fasse parce que même si on a un fonds de pension qui est assez généreux, bien, ça arrive des fois, on l'a vu dans le passé, que les fonds de pension deviennent moins généreux avec le temps. On n'obtient pas autant de sous qu'on nous avait promis à la base. Fait que si jamais vous prévoyez avoir un certain style de vie puis vous n'avez pas mis assez de sous de côté parce que votre fonds de pension, vous pensez qu'il allait être suffisant, on peut plus se fier là-dessus. On peut plus se fier là-dessus, exactement. Puis aussi, mettre de l'argent de côté, c'est pas nécessairement juste pour la retraite, ça peut aussi pour... J'aime beaucoup le concept, exactement, un projet, mais j'aime beaucoup le concept de liberté. Quand on a de l'argent de côté, on peut se permettre un jour de, si jamais on n'aime pas notre travail, on peut quitter notre emploi sans avoir même un autre emploi parce qu'on sait qu'on a de l'argent de côté. Une liberté dans la tête aussi. Exactement. C'est stressant de toujours être au moins, paycheck to paycheck, là, comme on dit. C'est ça, exactement. Fait qu'en ayant ces concepts-là le plus tôt possible, on s'assure de justement avoir la paix d'esprit puis l'opportunité de faire je lâche tout puis je m'en vais 6 mois voyager. Tu sais, si on n'a pas d'argent de côté, on peut pas le faire. Puis souvent aussi, c'est que quand on veut s'acheter sa première maison, quand on veut s'acheter quelque chose, on le veut généralement tout de suite. C'est rare qu'on dans 5 ans, je veux ça. Généralement, on est dans une ère que quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Tu sais. Donc, si on n'a pas de sous de côté, bien, c'est sûr qu'on peut pas le faire parce qu'on peut pas mettre de l'argent, on peut pas mettre une mise de fonds pour une maison du jour au lendemain. Ça prend du temps, puis ça prend un peu de discipline. Puis c'est un peu ça que je parle. Payer un appartement, acheter l'argent par les fenêtres. C'est ça, exactement. Puis, bien, tandis qu'au lieu de faire ça, on pourrait être en train de mettre de l'argent de côté pour s'acheter notre maison ou notre condo qu'on a toujours voulu avoir. Est-ce qu'on peut s'entraîner petit peu par petit peu, commencer avec des petits montants? C'est tout à fait. En fait, beaucoup de gens pensent que ça prend un gros montant pour mettre de l'argent de côté, pour investir. Ça peut être jusqu'à 25 $ par mois qu'on peut mettre de côté. Fait que ça a besoin d'un montant énorme. C'est super facile. Ça peut se faire de façon automatique dans votre CELI, dans votre REER, quelque chose comme ça. On s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. En fait, moi, ce que je conseille beaucoup, c'est que les gens mettent de l'argent de côté à chaque fois qu'ils reçoivent une paye. Si vous êtes payé toutes les 2 semaines, les jeudis, comme beaucoup de monde le sont. C'est difficile, ça. Bien, c'est ça. Mais de mettre juste un petit 25 $, puis ça n'a pas besoin d'être un gros montant, parce que souvent, les gens, ils veulent, je vais mettre un gros montant à chaque mois, à chaque paye. Bien, moi, je dis toujours aux gens, il faut apprendre à marcher avant de s'inscrire à un marathon. Fait qu'il faut prendre le temps de s'habituer, de prendre... Tu sais, en fait, c'est l'hygiène financière un peu que j'aime appeler. Ouais. Fait que c'est important de le faire, puis de commencer petit peu à petit peu. Puis, à un moment donné, vous allez donner bon, puis vous allez avoir pris des trucs, puis ça va se faire tout seul. Puis, au bout d'une année, vous allez avoir mis plein d'argent de côté, puis vous en auriez même pas rendu compte. Fait que c'est l'idéal pour ça. Vraiment. Et c'est quoi les produits financiers intéressants? Parce qu'on dirait qu'on a l'impression d'acheter une maison, c'est un investissement, oui, mais c'est pas vraiment assez. Non, c'est ça, exactement. Bien, moi, c'est sûr que je recommande beaucoup tout ce qui est fonds mutuels et FNB dans le livre. Un fonds mutuel, un fonds commun placement, en fait, c'est un placement qui est géré par un gestionnaire. Donc, on n'a pas besoin de nous-mêmes acheter nos actions, nos obligations. C'est un peu un même concept pour les FNB. Par contre, un FNB qui est un fonds négocié en bourse, en fait, ça, c'est plus des ordinateurs qui reproduisent un indice dans le marché boursier. Donc, ce que j'aime de ces deux produits-là, c'est que c'est bien diversifié. On n'a pas besoin de faire autant de recherches que quelle action on achète, quelle action on n'achète pas, tous ces trucs comme ça. Puis ça vient que étant donné que c'est bien diversifié, bien, c'est moins risqué aussi. Donc, il y a moins de chances de tout perdre son argent si on investit dans une compagnie super risquée, dans le fond. Bien, Michel Olivier, félicitations encore une fois pour Merci. ton livre Investir pour assurer son avenir. Je pense que c'est un must ajouté à notre mode de vie, oui. Comment investir, comment économiser. Et j'imagine que là-dedans aussi, tu démystifies REER, CELI, RAP, REE. Tout Moi, est je là, suis tout mêlée là-dedans. Fait que je vais lire ça. Merci beaucoup. Elle m'avait beaucoup manqué, non seulement à cause de sa joie de vivre, son beau sourire, sa légèreté. Et elle dégage le bonheur, cette fille, notre sommelière Vicky Volikakis. Mais tu m'avais manqué aussi à cause du bon feeling que tu me laisses toujours après les émissions. Moi, c'est juste à l'émission avec toi que je bois. Sinon, ça se passe pas. Alors, habituellement, Vicky, tu nous parles de vin, mais là, bon, il y a une petite gâterie. Aujourd'hui, on parle de l'Aperol Spritz. Oui, exactement. Mais je me suis dit que ça pouvait être le fun de partager aux auditeurs. Des fois, on ne sait plus quoi faire. On fait des Bloody Caesar, des fois, tout ça. Je me suis dit, bien, pourquoi pas parler de l'Aperol Spritz? C'est quelque chose que j'aime bien. Quand je vais à un endroit, c'est souvent un cocktail que j'aime commander. Alors, je me suis dit, bien, je vais partager un de mes coups de cœur. Aperol Spritz ou Campari Spritz, bref. Tu le commandes comme ça s'appelle comme ça? Oui, exactement, parce que l'Aperol et le Campari, ce sont deux marques qui font la même chose. C'est une liqueur d'amère. Et donc, c'est très simple à faire. On a besoin
d'une coupe à vin, des glaçons. On s'achète soit une bouteille de Campari ou de Aperol et on s'achète un peu de soda, un vin mousseux de notre choix. Et là, ça, c'est nos ingrédients pour faire notre cocktail, ainsi que pour la touche finale, on y va avec une tranche d'orange ou un zeste d'orange. Donc, c'est le fun parce que c'est frais. C'est sucré, C'est pas trop sucré, non, c'est plutôt amer. Parce que l'apérole, c'est vraiment une liqueur d'amer. C'est pour ça que ça l'aide à la digestion. D'ailleurs, non? Je sais pas Parce trop. que j'ai lu qu'il y avait de la gentiane dans l'apérole et puis ça stimule la digestion. Parce que moi, j'aime bien les herbes. Alors moi, ça m'a fasciné, cette histoire-là de gentiane dans l'apérole. Mais en même temps, c'est le fun parce que, tu sais, comme il y a aussi les petites bulles. Fait que oui, peut-être les bulles, la gentiane et tout peuvent aider à la digestion. On peut le prendre en apéro, on peut le prendre tout au long de la soirée. Donc, c'est vraiment simple. On met 3 onces de vin mousseux, 2 onces de liqueur d'amer, comme on disait, de l'apérole ou du Campari et 3/4 d'once de soda. Puis on ajoute à la fin une demi-rondelle d'orange. Et si on veut même, on pourrait juste prendre le zeste d'orange, on le fait brûler un petit peu et ça nous fait ressortir les essences de l'orange. C'est sûr que j'aimerais ça. J'aime beaucoup le vin mousseux aussi. Mais on peut avoir le petit goût sucré quand même. Là. Il y a une petite touche de sucré, mais tu sais, pas trop. C'est subtil, Oui. donc ça tombe pas sur le cœur. Non, exactement, parce que je suis pas très cocktail sucré. OK. Je sais qu'il y en a qui adorent les choses qui sont très sucrées, pas moi, mais tu sais, chacun ses goûts. Là. Alors ça serait peut-être quelque chose à proposer à vos invités la prochaine fois quand ils arrivent chez Oui, à vous. nos invités où tous les bars ont l'apérole. Oui, tous les bars, ils ont soit de l'apérole ou le Campari ou les deux. Puis après ça, c'est une question de goût. Excellent, super intéressant, ça, à essayer. Alors, pour le premier vin que j'ai à vous offrir aujourd'hui... Le pive blanc. Exactement. De France. Tout à fait. Le pive blanc, vous le connaissez sous le nom de pive gris parce qu'il y a aussi le rosé. Je vous l'avais déjà présenté et cet automne, j'étais revenue avec cette bouteille-là puis je vous avais dit, le pive blanc, il est en test à la SAQ. Et là, je suis très heureuse de vous apprendre qu'il a passé le test. Donc, au lieu d'être dans une 50aine de SAQ, là, il va être dans une 100aine de SAQ. Et passer le test, ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est qu'il faut qu'il fasse ses preuves comme quoi que c'est un bon vendeur. Et OK, tout simplement. Premièrement, eux, ils l'ont testé. Que les gens y aient un intérêt. Exact. Premièrement, évidemment, la SAQ demande toujours des échantillons de qu'est-ce qu'on veut leur offrir qu'éventuellement pourrait aller sur les tablettes. Et là, en fait, ça a passé le test. Ensuite, ils l'ont mis dans les SAQ. Ils appellent ça un projet pépinière. Fait qu'il y en a plusieurs produits de plusieurs agences qui proposent comme ça. Et puis, ben ça passe ou ça casse. Puis là, on est content parce que le pive blanc a passé son test. On est aux alentours de 15 $. Ici, c'est un bel assemblage de Viognier, Sauvignon blanc et Roussanne. On peut le prendre en apéro. On peut le prendre en repas. Avec quoi? Avec quoi? On peut le prendre avec tataki thon. Tataki thon, hein? On pourrait le prendre avec des sushis, une belle salade de saumon fumé, puis on pourrait même justement rajouter des morceaux de pamplemousse parce que justement on trouve un peu, tu sais, les pomelos, c'est comme un dérivé de pamplemousse, là, bref... abricots, des fleurs blanches que vous avez, de notes aussi. Quand on fait ça, Vicky, c'est pour le faire respirer un peu, hein? Pardon, excusez le bruit, là, mais moi, je les bois pas. Fait que c'est sûr que je vais le boire, moi. Je les bois juste quand j'ai fini mon travail, mais pas pendant. Bon. C'était ma dernière entrevue, je pense. Je vais être correcte. Non, mais c'est très bon. Tu vois, c'est frais, il y a une belle acidité vive et ça tout. goûte un peu les agrumes, oui. Oui, alors je pense que ça va faire tout un tabac. L'été s'en vient, du blanc, c'est à l'année, le rosé, c'est à l'année. Tu sais, ça dépend tout le temps de comment on se sent, qu'est-ce qu'on a le goût de manger, qu'est-ce qu'on a le goût de boire avec. C'est comme doux. C'est très facile à boire. Exactement. La première gorgée, tu as le goût d'en prendre une autre. Tout à fait, c'est vraiment ça. Fait que moi, en tout cas, j'aime ça. Puis même, si tu aimes le fromage de chèvre frais, là, ça pourrait être bien en accompagnement avec ça. Fait que aux alentours de 15 $, un très bel assemblage de vignobles Jean-Jean qui sont situés dans Languedoc. Bon choix, le pive. Et pour terminer? Pour terminer, on reste dans le même coin, Languedoc-Roussillon. On est sur Castel d'Agly, 2015, Maury sec. Maury sec parce que jusqu'en 2011, à Maury, on faisait que des vins doux naturels. Qu'est-ce que c'est des vins doux naturels? Ce sont des vins de dessert. Et chez Caz, ils ont, c'est ça, depuis 2011, dans le fond, on est autorisé, dans le fond, dans cette appellation-là, de faire autre que des Maury vins doux naturels. Fait qu'ils ont fait un beau Maury sec. Ici,
On est sur 80 de Grenache, 20 Carignan. On est sur millésime 2015. On dirait réglisse. Oui. C'est Puis on a des petites notes fumées, des fruits noirs. C'est plus agressif un peu. Je sais pas si c'est le bon mot. En fait, on est sous une autre couleur, un autre type de vin aussi. C'est très bon aussi. Je pense Alors, que j'en vois pas souvent, mais c'est bon. C'est ça. Puis, tu sais, c'est le fun. On est sur millésime 2015. Ça se boit super bien. C'est un vin qui est très élégant. Alors, avec quoi on pourrait le boire? On pourrait le boire avec... avec une bonne fondue chinoise. Hein? L'hiver, on se fait des fondues chinoises. Et là, moi, quand je me fais une fondue chinoise, je me fais des petites sauces à côté. Fait que là, j'irais avec une sauce au miel avec des petits morceaux d'oignon dedans. Oh! Fait que ça pourrait être un beau match. Et sinon, avec... cuisinière, Vicky, en plus. En fait, pour être bien franche, là, je suis le cordonnier mal chaussé. Mes parents sont restaurateurs. Puis moi, ben je cuisine pas beaucoup. Mais est-ce que tu peux pas avoir tous les talents quand même? Je suis capable, mais quand je suis toute seule, ben j'ai pas le goût de cuisiner. Mais par contre, j'aime bien recevoir et là, je m'y mets, là. Puis là, je montre mes talents culinaires. Mais on n'a plus de temps, mais je voulais juste super rapidement, ces vins-là, c'est des vins hyper abordables. Donc, le goût n'a rien à voir avec le prix, là, si je comprends. Non, ben c'est pas parce qu'un vin est très cher qu'il va être automatiquement bon. Exactement. Puis il faut pas se fier non plus comment l'étiquette est belle. Parce que des fois, on se fait attraper. Il me semble que ça serait mon style, ça. Fait que c'est mes 2 suggestions pour vous. Merci, Vicky. À votre santé, tout le monde sur le plateau a hâte de boire du vin. Santé. Aujourd'hui, on est avec Alex Hadou, des courtiers immobiliers Remax. Bonjour, Alex. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Toi aussi? Ça va bien, ça va bien. Bon, aujourd'hui, on s'entretient, on continue nos chroniques avec, sur l'immobilier. Puis aujourd'hui, on va parler de la loi sur le courtage immobilier. Effectivement. Parce que, en ce moment, à la télé, on voit beaucoup de publicités qui nous vantent les mérites des courtiers immobiliers versus ne pas en avoir. Mais une des choses, un des avantages, c'est la loi sur les courtiers immobiliers. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans cette loi-là? Bien, écoutez, en premier lieu, c'est la loi sur le courtage immobilier. On est régi par une association, comme un organisme d'autoréglementation. Fait qu'il faut, comment je peux dire ça, suivre les règlements à la lettre, puis pas déroger de ces règlements. OK. Dans le fond, être honnête, être transparent, pas favoriser aucun autre client, pas favoriser un courtier. OK. Puis, par exemple, ce serait qu'est-ce que ce serait comme règlement? Vous devez dévoiler des informations? Mais pas dévoiler nécessairement, mais je vous donne un exemple. Ouais. On a une propriété sur le marché, on a plusieurs promesses d'achat. OK. Ben, on ne peut pas dévoiler le prix à d'autres clients de la promesse d'achat, ni le nom des clients. OK, parce que ça pourrait donner un avantage. Effectivement, à un des clients. ça pourrait donner un avantage. C'est pour ça qu'on se disait tantôt, il faut vraiment être transparent. OK. Puis, par exemple, est-ce que vous pouvez, parce que avoir des associations avec des banques ou des trucs comme ça pour les financements? Oui, effectivement. On fait affaire avec nos collaborateurs de différentes banques. Dans le fond, comment expliquer ça rapidement? C'est on réfère avec qui qu'on travaille. On a une liste de collaborateurs de chaque banque, Banque nationale, Banque de Montréal, la TD. Ils travaillent avec nous. Quand un client a besoin de financement, on réfère à différentes personnes qui travaillent avec nous. OK. Donc, vous pouvez avoir ce genre d'association-là. C'est bien ça. Mais en autant que vous le dévoiliez. En autant qu'on le dévoile. C'est en autant que les informations que vous avez, ce soit clair pour les clients. C'est ça, pour le client, pour monsieur, madame, tout le monde. D'accord. Puis, en tant que courtier, c'est certain que quand tu vends une propriété, est-ce qu'il y a des informations privilégiées que tu pourrais avoir, par exemple, par rapport à une propriété, peut-être des dégâts qu'il y a eu, mais qui n'ont pas été déclarés sur la déclaration? Très important. Il y a un formulaire qui s'appelle Déclaration du vendeur. Ce formulaire-là, le vendeur doit déclarer tout ce qu'il connaît au meilleur de sa connaissance. Advenant qu'il ne déclare pas dans la déclaration du vendeur, c'est là que l'acheteur pourrait revenir contre lui, tout dépendant de la situation, pour un vice caché ou X raison. Là. Mais toi, étant donné que tu es le courtier du vendeur, si tu es au courant de ces informations-là... Ah, moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé de déclarer ces informations-là parce que sinon, ça me tombe sur la tête à moi. OK. À cause de cette loi-là, ça? À cause de cette loi-là, effectivement. Mais pas juste cette loi, je te dirais. C'est une transparence, être honnête et en même temps... dévoiler au meilleur de sa connaissance tout ce qu'on connaît par rapport à la propriété sur le formulaire déclaration du vendeur. Donc, ça veut dire que cette fameuse déclaration du vendeur,
tu la révises avant Oui, de la certainement. donner? OK. À la signature du contrat de courtage, de vente avec le vendeur, on est obligatoirement obligé de signer ce formulaire-là. OK. Ce qui n'existe pas quand tu vends avec, par exemple, par toi-même, ou la déclaration du vendeur, bien, il faut que tu te fies au vendeur. C'est bien ça. C'est ça les nuances. Quand que vous vendez par vous-même, oui, vous avez un formulaire de déclaration du vendeur de X compagnie, mais le problème, c'est que la compagnie n'est pas responsable. C'est le vendeur qui est responsable. Advenant un sinistre que j'ai déjà vu dans ma carrière, la compagnie, je vous donne un exemple comme du proprio, ils se dégagent de toute responsabilité. Eux autres, dans le fond, ils disent non, c'est la responsabilité du vendeur. C'est écrit en plus dans le formulaire, tandis que nous, on est obligatoirement responsable. OK. Donc, la responsabilité vous revient dans Elle nous revient à nous parce qu'on a une assurance responsabilité en tant que courtier immobilier. OK. Donc, c'est une protection pour Effectivement. l'acheteur. Bon. Puis, là, on a parlé beaucoup des avantages de l'acheteur, mais c'est quoi les avantages pour le vendeur, cette loi sur le courtage immobilier? Bien, l'avantage pour le vendeur, je vous dirais, c'est de bien vérifier tous les documents avec son courtier immobilier, de un. De deux, tout l'aspect légal des formulaires, au lieu de contacter un notaire, bien, c'est le courtier immobilier qui peut le guider, qui est de la promesse d'achat, la déclaration du vendeur, les annexes, qu'est-ce qu'on fait en offres multiples, la clause de financement, la clause de l'inspection, combien de temps on a après l'inspection, soit pour se désister, soit pour continuer, soit pour X raisons, négocier. OK. Donc, ça, c'est vous qui vous occupez de ça. C'est bien ça. Vous êtes encadré par une loi. C'est ça. C'est ça. On est encadré, dans le fond, par un organisme d'autoréglementation sur le courtage immobilier, mais il y a différentes lois à cet effet-là. OK. Puis ça, ces lois-là, c'est que ça évolue beaucoup dans le temps. Hein, parce Effectivement. Il y a des choses qui étaient là il y a 2 ans, mais que ça a changé. Peux-tu nous donner un exemple de quelle façon est-ce que vous vous tenez au courant de ces mises à jour-là? C'est ça. À chaque année, on est obligatoirement obligé de faire des formations. Ces formations-là nous amènent, on appelle ça des UFC. Ces UFC-là, on doit obligatoirement en avoir, tout dépendant de l'année, entre 15 et 18. C'est des formations pour se mettre à jour, pour connaître ce qui se passe tout le temps, dans le fond, dans le domaine de courtage immobilier. OK. Donc, ça vient aussi, ça vient protéger les deux parties. Effectivement, vendeur, ça vient nous enrichir en tant que courtier immobilier, mais plus donner une valeur ajoutée pour la protection du public, évidemment. Puis, donc là, cette loi-là sur le courtage immobilier, est-ce que ça change beaucoup dans les dernières années ou est-ce que ça évolue? Il y a eu une couple de réformes. C'est le genre de gros changements qu'il peut y avoir? Bien, écoutez, avant l'organisme, c'est un changement dans le passé qui a eu lieu, là. Avant l'organisme, ça s'appelait l'OACIQ. Ça a changé de nom pour un organisme d'autoréglementation. Nos appellations aussi ont changé en 2012. Avant, on s'appelait des agents immobiliers. En ce moment, on est rendu des courtiers immobiliers. OK. C'est quoi la nuance? Bien, la nuance, je vous dirais, c'est qu'en ce moment, il y a plus d'examens. Puis l'examen, il a changé pour être courtier immobilier. Et il est rendu un petit peu plus difficile, un petit peu plus intense. Les cours aussi ont changé beaucoup depuis 2012. Fait qu'écoutez, c'est tout ça pour la protection du public, mais en même temps pour que le nouveau courtier immobilier en 2019 soit un vrai professionnel. Bon, fait que vous vous êtes adapté au marché. C'est bien ça, on s'est adapté au marché. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. Merci. Chantal Brouillette, vous êtes une artiste talentueuse. Et vous êtes membre de l'ALPAP. L'ALPAP est une association qui existe depuis 40 ans ici à Laval, qui a été fondée par Mme Lise Montagne, alors qui fait un travail magnifique pour présenter des artistes comme vous. Ça fait longtemps que vous faites de la peinture, Mme Brouillette? En fait, j'ai été dans le domaine des arts depuis toute jeune. J'ai fait 2 ans au Cégep Lionel Groulx, en beaux-arts. Ça fait pas longtemps de ça, quand même. Non, quand même. Quelques années. Oui. Par la suite, j'ai travaillé, j'ai fait 3 ans à Concordia. J'ai décidé de m'en aller en publicité. Chez les Anglais? Eh oui, chez les Anglais. Mais c'est bon parce qu'après, en travaillant, on peut parler anglais puis avoir Oui, c'était très bien. Ensuite de ça, bien, c'est ça, on était formés à l'université avec... on faisait du dessin, de l'illustration, en plus du design graphique, ce qui fait que j'ai toujours dessiné.
Puis par la suite, suite au décès de ma mère puis de mon père, ouais, j'avais beaucoup de difficultés à passer à travers le décès. Puis j'ai décidé de peindre ma mère. Puis à ce moment-là, j'ai fait plusieurs portraits, dont de la famille, des amis. Puis un de mes amis fait du métal, travaille le métal, puis fait des tables sur bois. Alors j'ai décidé d'essayer de peindre sur le morceau de bois. Puis depuis ce temps-là... Ça veut dire qu'un événement semblable, quand même, la mort de vos parents vous a incité à faire d'autres choses, à vraiment vous impliquer. Tout à fait, oui. C'était en fait, je me suis dit, je vais peindre ma mère pour passer à travers le deuil. Puis ça a fonctionné. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours continué à peindre, à créer. Puis c'est pour ça que j'aime peindre sur les morceaux de bois. Ben oui, le médium que vous avez choisi le bois comme ça, du vieux bois que vous utilisez, et puis que... Oui, en fait, ce que j'aime, c'est la texture, puis rajouter aussi, ça me fait penser un peu, quand je faisais de la sculpture au cégep, d'intégrer un médium, un modelage. Je peux comme sculpter dans le bois, puis mettre de la couleur. Puis je m'inspire aussi de ce que je vois sur le bois. Souvent, là, je m'inspire des trous, des clous, la forme du bois pour faire le dessin que je veux. Vous me dites que vous faites maintenant, vous avez fait de la peinture, mais auparavant, vous aviez fait de la sculpture aussi. Oui, quand j'étais au cégep à Lionel-Groux. Oui? Ouais. C'est un médium que vous avez aimé également? Aussi, oui, la terre glaise. C'est pour ça que ça me fait penser un peu à ça quand on utilise la potée là, sur les œuvres. Puis un petit peu de plâtre aussi, ça ressemble aussi un peu à ça. Donc, vous êtes très polyvalente. Vous avez fait la sculpture, vous avez fait plusieurs médiums. Et puis, je pense que vous avez travaillé dans un milieu aussi, dans le graphisme aussi. Oui, bien c'est ça. Quand j'ai fait mon bac à Concordia, bien, quand je suis sortie, j'ai travaillé en agence, puis à différentes compagnies à mon compte aussi. Puis c'est pour ça que j'ai toujours dessiné, parce qu'à l'époque, on faisait toutes nos maquettes à la main. C'était tout au crayon feutre, c'était toutes des maquettes montées, parce que l'ordinateur était là, mais pas encore assez puissant. Les logiciels n'étaient pas aussi performants que maintenant. Puis les ordinateurs n'avaient pas autant de mémoire, alors on faisait toutes les maquettes à la main. C'est pour ça que j'ai toujours dessiné, en fait, et gardé la main. Oui, mais si vous dessinez, est-ce que c'est le médium que vous préférez? Vous préférez ça à la sculpture, à la manipulation de produits, quoi? Pourquoi vous préférez la peinture, par exemple, à la sculpture? Bien, parce que c'est plus accessible, compte tenu là, de la maison, puis tout ça, là, ça prend un atelier. Pour faire de la sculpture, on doit être vraiment bien installé, puis ça prend de l'espace, puis un atelier vraiment pour ça, parce que c'est quand même assez salaud. Hein. Vous peignez beaucoup d'animaux? J'adore les animaux. Ça, je trouve que vraiment, les cornes, j'ai un faible pour les cornes. Pour moi, c'est la force de l'animal. Les animaux, c'est dans la nature, je trouve que c'est vraiment très beau, c'est attachant, c'est de l'amour, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, un oiseau. Comme par exemple, ici, j'étais sur le bord d'un lac quand j'ai décidé de peindre cette toile-là. Puis c'est vraiment la liberté, la stabilité, un peu tout ce que m'inspirent les animaux. Lorsque vous commencez une peinture, vous êtes inspiré d'abord par un animal, par un sujet précis? Non, au début, je vais être inspirée par la planche comme telle. Ah bon? Oui, je vais choisir mes planches. Souvent, je vais en réunir 2, 3 ensemble pour faire un tableau. Puis c'est la planche qui me parle la plupart du temps. C'est sûr que si j'ai un coup de cœur pour un animal à cornes, par exemple, bien là, je vais travailler plus mes planches pour aller chercher qu'est-ce que je veux donner comme effet pour les cornes, parce qu'il y en a qui en ont des grosses. J'en ai fait une, c'est vraiment long, là, c'est une grosse corne. Fait que c'est vraiment ça qui m'inspire. Puis la technique mixte, bien, c'est parce qu'il n'y a pas un morceau de bois qui se travaille de la même façon. Ça dépend de la texture. Il y en a qui sont plus doux, il y en a qui sont plus rugueux. Alors, dépendamment du morceau de bois, bien là, je vais utiliser différents médiums. Est-ce que vous faites des expositions également? Vous participez à des expositions? Oui, j'ai commencé avec des symposiums. D'ailleurs, j'ai gagné le prix de la ville où je demeure.
à Bois-des-Filions. Puis par la suite, j'ai gagné aussi à Joliette le premier prix avec celui-ci. Ah, avec celui-là? Oui, Ah, bon. celui-ci, c'est Popcorn. Alors, vous nous présentez aujourd'hui une pièce d'œuvre. Exactement. Puis Cornemuse, lui, ici, en avant, j'ai gagné un lauréat avec l'Alpape. Puis d'ailleurs, il va être en exposition pour 2 semaines dans le mois de mars. Fantastique. Pour vous, ça devient un loisir ou bien si simplement c'est un travail? C'est plus qu'un loisir maintenant. C'est une passion? Oui, c'est une passion. Puis je travaille fort avec des belles associations comme l'Alpape. Je travaille fort pour continuer à faire d'autres expositions. D'ailleurs, j'en ai fait une en duo dernièrement. Ça a été une très belle expérience. Ça a très bien fonctionné. Alors, prochainement, là, je pense peut-être aller à une exposition à New York. Chantal Brouillette, je suppose que les gens peuvent communiquer avec vous sur Internet? Tout à fait, oui, j'ai un site web. C'est le chantalbrouillette.wixsite.com-charo. OK, bravo. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Merci, M. Lapierre. Franchement, vous faites de belles choses. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos invités. N'oubliez pas, tous les dimanches matins, c'est Bingo, votre bingo de TV Laval à 9h30 tous les dimanches matins. 3 500 $ en lot, dont 3 200 la carte pleine. Pour toute information, consultez notre site web ou tvrl.ca. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous aime, tout le monde, à la maison et sur le plateau. Passez une belle semaine. Au revoir, à la prochaine.